Amis des multimètres de table, bonjour. Alors, ça fait bien souvent que des internautes me demandent mon avis sur le multimètre de table Owon XDM 1041. Et des avis, j'en avais pas jusqu'à présent, à mesure où j'ai jamais pu tester le bignou, mais bon voilà, j'ai enfin pu m'en procurer un, ce qui va me permettre là pour le coup d'avoir une opinion. Alors je l'ai reçu, donc voilà, j'ai reçu la boîte. Alors la première chose qui m'a en fait un petit peu enfin pas marqué ni choqué, mais je veux dire, que j'ai remarqué, c'est que la boîte, elle est pas bien grande pour un multimètre de table. Et si on l'ouvre, en effet, on s'aperçoit que c'est un multimètre qui n'est pas très grand. Alors ça, on va voir, ça a des avantages et des inconvénients. Sinon, tant qu'on y est à faire l'inventaire de la boîte, nous avons un cordon d'alimentation, voilà, c'est très standard. Alors le mien est avec une prise américaine, mais c'est pas une erreur. C'est en fait, quand je l'ai commandé, il n'y en avait pas de dispo en CE. Donc, comme c'est des cordons tout à fait standards, moi ça me dérange pas, je pourrais changer la prise. Nous avons un cordon USB-A, USB-B. On va voir que on peut tout à fait relier ce multimètre à un ordinateur pour le piloter. Nous avons deux cordons de mesure avec des fiches bananes de sécurité, très classiques. Ça c'est pas souvent livré, c'est sympa. Je vous ai déjà montré ça, ces petits adapteurs permettent de mettre des pinces crocodiles au bout des trucs de test. Et ensuite, nous avons un fusible ici de protection. Alors attention, c'est un fusible pour l'alimentation du bignou. C'est pas un des deux fusibles qu'il y a à l'intérieur pour les calibres en permettre. Ici, et un petit guide en anglais qui rappelle aussi derrière ses caractéristiques. Donc là, on voit en gros qu'il peut mesurer des tensions continues. Avec une résolution qui peut aller au plus bas à 0,1 mV, hein, donc 100 microvolts, hein, ce qui est plutôt pas mal, et il peut aller jusqu'à des tensions continues de 1000 volts. Ensuite, il peut mesurer des tensions alternatives en trou RMS efficace, hein, donc avec une bonne précision aussi. Donc pareil, avec un calibre là, de 500 mV à 750 volts, et on voit avec une bande passante qui va en gros jusqu'au kHz. Après, voilà, il va commencer à baisser. Hein. De toute façon, tous les multimètres comme ça, souvent, ils n'ont pas une très grande bande passante, sachant qu'on voit qu'il a sa meilleure résolution, en fait, qui est optimisée pour la fréquence, en gros, du secteur, hein, de 45 à 65 Hz. Il peut mesurer des courants continus, donc pareil, avec une excellente résolution, dans la mesure où il va jusqu'à 0,01 microampères de résolution, donc 500 microampères de gamme jusqu'à 10 ampères. Après, pareil, il peut aussi mesurer ces tensions-là, mais en alternative. Au niveau résistance, de 500 ohms à 50 mégohms. Voilà, test de diode, test de continuité. Alors, ce qui est intéressant dans le test de continuité, c'est qu'on peut ajuster le niveau, on va voir, de bip. Bon, il fait fréquence mètre jusqu'à 60 MHz. J'ai testé, il va jusqu'à 60 MHz, mais il n'a pas une énorme sensibilité. De toute façon, c'est un peu le point faible de tous ces trucs-là. Voilà, faut pas s'attendre à mesurer des fréquences sur un signal de 10 000 volts. Hein. C'est quand même utilisable. Et ensuite, il mesure aussi les condensateurs. Donc, alors là, pareil, il a une gamme qui commence à 50 nanofarad. Donc, faut pas espérer mesurer un condensateur de 100 picots avec ce truc-là. Maintenant, voilà, c'est plus pour, on va dire, de la maintenance, se faire une idée au niveau de la capa. Alors, il peut aussi mesurer les températures avec soit une sonde de type K ou une PT100, mais qui n'est pas fournie avec. Donc, voilà, c'est des sondes standards. Et voilà, on va voir sinon qu'il peut aussi enregistrer jusqu'à 1000 mesures de façon automatique ou manuelle, de façon après à pouvoir les consulter ou les restituer sur PC. Alors voilà en gros ce qu'est capable de faire cet appareil. Alors quand on le déballe, voilà, il est livré dans ce petit sachet là qu'on peut voir ici. Donc comme j'ai dit, on voit tout de suite qu'il n'est pas très grand. Maintenant l'écran, on va le voir, est très lisible. C'est pas, enfin voilà, c'est pas forcément gênant. En même temps, ça peut même être un plus dans la mesure où si on n'a pas beaucoup de place. Alors par contre, l'inconvénient de tous ces petits trucs légers, c'est qu'on voit que voilà, c'est-à-dire si il n'est pas du tout assez lourd pour qu'on puisse utiliser les boutons sans que le truc se déplace. Ce qui fait que quand on veut le manipuler, voilà, soit on le tient comme ça avec la main, ce que se fait assez bien, hein, mais je veux dire comme ça, soit il faut le bloquer, le fixer d'une façon ou d'une autre. Alors j'ai vu un internaute qui avait fait
en impression 3D, un truc pas idiot du tout, qui permettait de le mettre en fait sous une étagère. C'est-à-dire que voilà, ma main là, c'est l'étagère, on peut le fixer, et ça c'est pas forcément une mauvaise idée. Enfin, voilà, après c'est assez facile, on peut voilà, on peut l'attacher, enfin le fixer de différentes façons. Mais voilà, tout ça c'est un petit peu l'inconvénient, comme j'ai vu, de tous ces petits trucs, c'est que bah, malheureusement, voilà, ils n'ont pas assez de poids, c'est pas comme un gros multimètre de table qui prendra plus de place. Mais enfin voilà, on peut voir que l'avantage c'est ça, hein, il prend très peu de place. Donc derrière ici, il y a la place pour la prise d'alimentation, et là, pour un connecteur USB qui va permettre de le piloter, on va voir, par un ordinateur. Sachant qu'il existe aussi en version RS232, c'est pour ça qu'on voit cette découpe. Voilà, il y a différentes versions. Mais là, en fait, c'est un câble USB, mais je veux dire, dedans, il y a un FTDI, enfin un truc, qu'on le branche sur le PC, il est bien reconnu comme un port série. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire. Alors, au niveau des broches, bah, c'est très classique. On a ici les deux broches d'entrée, et là, les deux pour mesurer le courant. Alors, sachant que, bien sûr, hein, c'est un truc habituel, faut pas se tromper. Il y a des fusibles quand même de protection à l'intérieur. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que on voit que c'est à l'écartement standard, ce qui permet de mettre dedans bah, toutes ces prises, tous ces petits adaptateurs que je vous ai déjà souvent décrits par exemple. Alors bah, on va le brancher puis regarder un petit peu. Bien, voilà, alors j'ai branché le bignou. Alors déjà un petit mot, j'ai déballé ici les cordons, et alors pareil, la très bonne surprise. C'est pas réellement du silicone, mais c'est pas du PVC rigide, ils sont très agréables au toucher, enfin voilà, c'est plutôt des cordons de qualité, donc ça c'est plutôt un bon point. Donc pour le mettre en route, bah, il suffit d'appuyer ici sur le bouton de mise en route. Et voilà, on peut voir qu'il y a un petit progress bar, et donc l'affichage apparaît. Donc on peut voir, c'est un affichage qui est très lisible, qui montre ici donc la mesure principale, sachant que dans certains cas on peut avoir une mesure secondaire, comme la fréquence par exemple, le calibre sur lequel on est, la fonction, et là en fait il y a des boutons contextuels qui dépendent, je veux dire, un petit peu bah, en gros des types de mesures qu'on fait. Donc de façon très simple, voilà, là on choisit entre tension continue alternative, ici courant, voilà, là on va avoir les fonctions donc de dôme, de continuité et de diode. Voilà, là, la température, fréquence. On voit que c'est vraiment quelque chose de très simple. Sachant que dans tous les cas, on peut avoir ici avec ce REL la possibilité d'avoir une mesure relative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend une mesure courante comme référence et après on peut voir la différence. On peut voir ici les fonctions maths qui, par exemple, pour toutes les mesures, vont pouvoir d'avoir le min, le max et la moyenne. Voilà, qu'on peut à tout moment remettre là à 0. Donc ça c'est aussi, je pense, assez sympa. Ou on peut aussi avoir ici, voilà, un affichage en dB, en dBm. Voilà, sachant que bien sûr, tout va dépendre de l'impédance. Et que si c'est en dBm par exemple, bah, on peut aussi choisir ici, voilà, différentes impédances standards. Et ça bien sûr c'est plutôt, enfin je dirais même indispensable, dans la mesure où sinon, enfin voilà, je vous renvoie sur ma vidéo sur la question, si on ne connaît pas l'impédance, ça veut rien dire. Attention, le fait de mettre ici l'impédance, c'est par rapport au calcul, ça ne change pas l'impédance d'entrée du système. C'est-à-dire que là, si vous mettez sur 50 ohms, là, il faudrait mettre une terminaison 50 ohms pour que la mesure ait du sens. Donc, bon, voilà, on peut voir, ça répond bien, c'est très simple ici d'emploi. Là-dessus, voilà, il n'y a rien à dire. C'est très lisible. Ensuite, après, au niveau des gammes, on peut toujours choisir soit les gammes manuellement, ici, soit de façon automatique, comme on veut. On peut aussi, bien sûr, choisir la vitesse de mesure. Hein, voilà, là, par exemple, là, c'est petit, mais on peut aller, d'après ce que j'ai compris, voilà, jusqu'à presque 60 mesures secondes. Donc souvent, on a un peu moins de résolution quand on fait ça, mais ça permet d'aller plus vite. Donc ça, voilà, on peut choisir ça. Donc là-dessus, rien à dire. Alors, on peut quand même noter que par rapport à d'autres multimètres de table, il n'a pas les 4 entrées qui permettent de faire ce qu'on appelle des mesures Kelvin, hein, c'est aussi quelque chose que je vous ai souvent présenté, et qui va permettre d'avoir de très bonnes mesures pour des résistances faibles, à la mesure où ça élimine la résistance des fibres. Donc là, on n'a pas ça. Par contre, on a quand même la possibilité éventuellement d'utiliser le mode relatif. Donc là, par exemple, si on veut regarder la résistance des fils, justement,
Alors, on peut très bien brancher ça, voilà, se mettre en mode ommette. Donc là, voilà, si on les court-circuite, on voit qu'on a cette erreur, mais si on appuie sur REL, voilà, on voit qu'on peut éventuellement l'éliminer comme ça. Alors c'est moins bien que de la Kelvin 4 fils, mais enfin, je veux dire, voilà, pour pas mal de choses, ça peut quand même être suffisant. Bien, voilà, donc pour mesurer une tension continue, ben, on voit que c'est très très simple, hein. Voilà, là, par exemple, j'ai mis une tension, il me l'affiche directement, ça répond assez bien là à la variation. Là, j'ai branché sur mon alim, on voit qu'il change de gamme bien de façon automatique. Et je l'ai mis, par exemple, là, sur mon Tektronix de compétition. Et voilà, ce que j'ai pu voir, hein, bon, je vais vous passer toutes les mesures que j'ai faites, mais la bonne nouvelle, c'est que partout, il est tout à fait dans ses specs, même souvent relativement même meilleur que les spécifications qui sont données ici. Donc honnêtement, pour un petit appareil, je veux dire, de ce prix-là, c'est un résultat qui est tout à fait honorable. Et je dirais même, au niveau même de la résolution, on en a souvent beaucoup plus que ce qu'on a besoin en dépannage ou en usage amateur. Par exemple, mesurer une tension comme ça, avec une précision de 200 microvolts, bon, moi je veux bien, mais, enfin, mais c'est quand même relativement rare qu'on ait besoin de tant de chiffres, on va dire, après la virgule. On peut bien sûr mesurer le secteur avec cet appareil, c'est ce qu'on va faire par exemple, hein, pour faire du dépannage. Donc là, on va se mettre donc en volt alternatif, et ici, on peut tout à fait brancher ça dans le secteur. Et ce qui nous permet de mesurer, voilà, la tension secteur, là, qui est voilà, de 237 volts 91. Et ce qui est aussi confirmé par mon Ketley, donc la mesure est très bonne. Et là aussi, donc c'est ici qu'on peut éventuellement avoir du dual display. Voilà, et là, par exemple, on peut aussi mesurer la fréquence. C'est-à-dire qu'on se retrouve, voilà, avec à la fois la tension, donc 237 volts, et ici, la fréquence qui s'affiche à ce niveau-là. Donc, voilà, rien à dire. Et on peut aussi, par exemple, là, utiliser justement, là, le min, le max, qui est la tension moyenne, qui, comme on peut le voir chez moi, est relativement élevée dans la mesure où j'ai la chance, quelque part, d'avoir un transformateur moyenne tension rien que pour moi. Donc, bon voilà, honnêtement, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, et mon impression ici est quand même plutôt très très bonne. Alors, un test que j'ai pas fait encore aussi, c'est écouter le bip de continuité. Donc voilà, donc là, on va se mettre en mode test de continuité, voilà, beeper. Et voilà, on l'entend bien en plus, hein, des fois c'est un peu chiant, on les entend pas bien, mais là on l'entend très bien, il n'y a rien à dire. Et comme on le voit, l'avantage c'est qu'on peut aussi changer la valeur à partir de combien il se déclenche. On peut très bien baisser et dire qu'il se déclenche à partir de 10 ohms par exemple. Ça c'est plutôt assez intéressant. Sachant que la tension qu'il a aux bornes, c'est intéressant de voir parce que ça va permettre de comprendre si les semi-conducteurs sont utilisés ou pas. Et là voilà, on voit que c'est une tension de 2 volts aidée, donc ce qui veut dire qu'elle est supérieure au seuil des semi-conducteurs et que il faut éventuellement, enfin voilà, faut le savoir à ce niveau-là. Sachant qu'en continuité, généralement, c'est plutôt pour vraiment des contacts plutôt francs. Après, il y a la partie capacimètre, par exemple. Si je mesure ce condensateur de 470 nanos. Voilà, on voit qu'il fait bien la mesure. Sachant que pour les grosses capacités, il est relativement lent à mesurer. Bon, mais bon, encore une fois, c'est pas un LCR-mètre. Hein. Si on veut faire des mesures sérieuses de condensateur, il faut prendre un capacimètre, il faut pas prendre... Enfin, ça c'est juste pour donner éventuellement une indication. Donc, ben voilà, hein, c'est vraiment un appareil, comme on le voit, enfin, il n'y a rien à dire au niveau de la facilité d'usage. C'est vraiment un truc hyper simple. Voilà, si on veut mesurer des tensions. Alors, il y a en effet le mode qui permet d'enregistrer. Donc là, en fait, c'est le mode record, où on peut dire si c'est manuel ou automatique. Donc là, par exemple, en mode automatique, on va pouvoir choisir l'intervalle de mesure. Et ici, voilà, il va enregistrer toutes les mesures. Donc là, je peux les faire varier, par exemple. Et il va mesurer donc 1000 points. Et voilà, toc, là on a échantillonné à la fréquence qu'on a demandé toutes les valeurs, ou sinon on peut le faire de façon manuelle
en enregistrant. Sachant que les valeurs, derrière, justement, on peut les consulter ici ou les transférer sur ordinateur assez facile. Donc voilà pour cette partie-là. Alors justement, on va parler un petit peu de ce côté SPI. Hein. Si on voit ici dans le menu Utility, on voit qu'on a éventuellement donc la version du firmware, différentes choses. Le langage, alors le langage, il n'y a pas français, hein, c'est chinois ou anglais. On peut régler l'éclairage. Alors, il y a une horloge intégrée qui est sauvegardée. Et ça, c'est aussi sympa dans la mesure où ça va permettre de dater les échantillons quand ils sont collectés. Et on va pouvoir régler ici la vitesse, en gros, du port série qui est simulé. Donc là, par exemple, par défaut, c'est 115 002. Et justement, on va faire un petit essai donc de SPI. Alors, je rappelle que le SPI, ça va permettre, grâce donc à ce câble USB, de piloter par un ordinateur l'appareil. Donc le piloter, ça permet de faire vraiment deux choses qui sont... je veux dire les trucs de base, à savoir le piloter, c'est-à-dire par exemple choisir la gamme, comme on va le voir, je peux changer de gamme automatiquement par programme, enfin je peux faire à peu près tout ce qui m'intéresse, quoi. Ou je peux aussi, bien sûr, récolter les mesures. Donc voilà, donc là j'ai branché le câble USB sur mon PC. Donc je vais déjà faire une première démo où on va voir comment de mon PC je peux piloter l'appareil, puis après on va voir justement côté PC comment on pouvait faire ça très très facilement. Alors là, on peut voir qu'il est en mode courant, et je peux tout à fait regarder par ordinateur, toc, voilà, là j'ai envoyé la commande SPI qui lui dit mets-toi en mode tension, et il s'est mis en mode tension. Si je veux revenir en mode courant, toc, je le fais. Enfin voilà, vous avez bien compris que par PC, on va donc pouvoir, comme ça, très facilement, je veux dire, piloter l'appareil. Maintenant, on va regarder justement côté PC, comment ça se fait, et vous allez voir, c'est quelque chose de très simple à faire. Voilà, donc là j'ai branché donc le BINU via mon port série, enfin par le câble USB, qui apparaît dans la liste des ports quand vous le branchez. Alors selon votre PC, il va apparaître en COM quelque chose, là sur le mien par exemple c'est COM5. Et là j'utilise le moniteur du port série qui est intégré à l'éditeur Arduino pour pouvoir le piloter. Enfin vous pouvez utiliser terre à terme, enfin via n'importe quel système capable donc de faire de l'échange, je veux dire, console. Donc là, bien sûr, il faut bien régler pour que ce soit en phase, là, voilà, au niveau de la vitesse et tout. Les commandes SPI sont toujours sous forme de différentes valeurs qui sont séparées par deux points, sachant que dans certains cas, des commandes ou des paramètres vont avoir en plus un paramètre variable. Et quand on veut obtenir une valeur, ça se termine par un point d'interrogation. Donc déjà, pour vérifier, le plus simple, c'est d'utiliser la commande standard qui s'appelle IDN, hein, pour l'identification. Voilà, point d'interrogation, parce que je veux une réponse. Et voilà, on voit que le système me répond que je suis au bon, machin, j'ai un numéro, mon numéro unique et ma version, et ainsi de suite. Donc voilà. Ensuite, voilà, on va voir, c'est très simple. Par exemple, si je veux voir la valeur actuelle, eh ben, je lui demande mesure, point d'interrogation. Voilà. Et voilà. Alors là, il y a plusieurs façons de le voir. C'est-à-dire que soit il m'envoie la mesure sous la forme toujours numérique, voilà, ou alors je peux la demander, et c'est là qu'on voit les différents paramètres, sous forme show, c'est-à-dire en gros, mets-la-moi telle qu'elle est affichée sur le système. Et là, on voit qu'il me met bien 10,091 volts continu. Donc, voilà, après vous avez compris le principe. Hein. Alors, faire attention en mode show, apparemment, il a enfin pour les symboles home, micro et tout ça, il est pas vraiment en UTF-8, il envoie des codes un peu bizarres. Enfin voilà, je vous mettrai en lien un répertoire Git où un internaute très gentiment a mis la liste de toutes les commandes. Donc voilà pour les tensions. Alors, après on peut choisir le range, ainsi de suite. Enfin, voilà, après vous avez compris, on va dire le principe. Hein, je veux dire, on va pas regarder toutes les commandes. Enfin voilà, comme on peut le voir, c'est très très simple d'emploi. Voilà, donc vous pouvez voir que grâce à cette interface, on peut facilement donc interroger cet appareil. Alors pour info, on peut télécharger petite application Windows qui permet de piloter l'appareil justement via cette SPI, mais elle fait pas grand chose. Je veux dire, elle se contente en gros de remettre le panneau de contrôle de l'appareil sur PC, permet de le piloter à partir d'un PC, mais sans plus. Donc c'est pas une application qui offre des choses en plus. Alors c'est une question qu'on me pose souvent, c'est à quoi ça sert finalement de pouvoir piloter ainsi les appareils. Alors je vais être franc, dans un usage courant, amateur, en dépannage mise au point et autres, ça sert à rien. Je vais être honnête.
Voilà, je vois pas tellement vraiment l'utilité. Où c'est utile, par contre, et des fois très utile, voire indispensable, ça va être, par exemple, alors, éventuellement dans l'enseignement, qui permettrait, par exemple, de faire une sorte de travaux dirigés, en disant que à l'élève, voilà, mesurer une tension de 15 volts et vérifier, par exemple, qu'il le fait bien, éventuellement pouvoir l'aider, voilà, enfin, on peut imaginer ça. Mais après, c'est surtout utilisé éventuellement quand dans l'industrie, ou si par exemple vous voulez, je sais pas, mesurer toute une série de résistances et derrière récupérer je veux dire, dans les valeurs dans Excel, ou savoir le min, le max, l'écart type, des choses comme ça. Voire aussi, après, dans des processus industriels. J'ai fait il y a quelques années un système comme ça qui utilisait le SPI pour faire un système d'ajustement automatique. En gros, c'était une sorte de tournevis électrique, on va dire, qui était très démultiplié, qui permettait de régler les potentiomètres. Et en gros, on disait à l'opérateur, mettez les sondes à tel endroit, mettez le tournevis électrique sur tel trimmer, et l'ordinateur automatiquement tournait le système pour le mettre à la bonne valeur. Et on lui disait après de passer voilà, à l'étape suivante. Ça permettait de complètement automatiser le système et d'être sûr que l'appareil était réglé à temps. C'est vrai que c'est pas un travail très intéressant pour celui qui le fait, parce que, à part mettre des sondes et puis tenir le tournevis, après ça pourrait même, pourquoi pas, faire que si les trimmers sont accessibles, le piloter par un robot ou des choses comme ça. Enfin voilà, après ça peut aussi être des contrôles de fabrication, enfin voilà, ça peut quand même des fois avoir des tas d'applications, et puis après, même dans du contrôle industriel, on peut imaginer que d'ailleurs, LabVIEW fait ça très bien, d'avoir plein de systèmes comme ça, des oscilloscopes, des fréquences-mètres, des générateurs, et d'avoir des bandes de mesure qu'on peut complètement configurer à distance, automatiser. Tout ça. Donc voilà, hein, je veux dire, comme on le voit, ça ouvre beaucoup de possibilités. Mais c'est vrai que dans le monde amateur, bon, c'est pas vraiment très utile. Mais enfin, voilà. Et si vous avez la version avec pour série, par exemple, là, vous pouvez, ou via FTDI, vous pouvez directement piloter ça avec un Arduino, un ESP, enfin, tout ce que vous voulez. Pour info, il existe aussi une version de cet appareil qui marche sur batterie, et donc qui est alimentée, elle, en continu. Donc pour un petit multimètre qui vaut dans les 120 €, je veux dire, port compris, voire même, parce que des fois, je vais voir, mais enfin, je mettrai en commentaire, des fois Banggood, il me donne même des coupons qui peuvent être intéressants, permettraient encore de baisser un petit peu le prix. Je veux dire, pour moi c'est une bonne pioche, à mesure où c'est un petit multimètre, voilà, qui répond bien, qui est très lisible, et qui permet quand même d'avoir un multimètre de table, je veux dire, plutôt sympa, pour un prix intéressant. Alors c'est sûr que, voilà, il n'y a pas la mesure 4 fils, c'est pas peut-être aussi sophistiqué qu'un Case-Like, qu'un machin comme ça, mais enfin, encore une fois, voilà, faut toujours regarder le rapport qualité-prix. Et pour moi, le rapport qualité-prix de cet appareil, il est bien. Et il peut aussi être, bien sûr, très intéressant pour des gens qui, finalement, manquent un petit peu de place. On voit qu'il voilà, il est plutôt discret, compact. Donc, moi, je lui ai pas trouvé vraiment de gros défauts. Enfin, je dirais, c'est vrai qu'il descend pas énormément bas en condensateur, donc voilà, fonction capacimètre, pour en attendre des merveilles. Mais et puis il y a aussi le fait, comme on l'a vu, que voilà, je veux dire, justement c'est le prix à payer pour sa petite taille. Voilà, quand on manipule, il faut quand même le tenir. Voilà, sinon, enfin, ou le caler quelque part. Mais sinon, à part ça, voilà, pour moi, pour quelqu'un qui s'équipe avec un petit labo, c'est quand même une bonne alternative à un multimètre, je veux dire, mobile, hein, comme on a habituellement. Et donc, comme d'habitude, hein, je mettrai en commentaire de la vidéo les liens, et aussi le lien là sur le GitHub où vous pouvez récupérer les commandes SPI si vous voulez jouer avec. Tiens, pincette, c'est pas souvent qu'on te voit. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire passer un message féministe? Oh, bon, allez, vas-y, c'est quoi ton message? Tu veux dire que le seul animal au monde qui peut séduire une femelle en montrant sa queue, c'est le pan, pas l'homme. Ouais, on peut voir ça comme ça, je sais pas trop ce qu'il faut en déduire. On va dire que c'est peut-être un message anti-exhibitionniste. Que le grand AD des mondes et Voltmètre vous fasse de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.